Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cet épisode 15 de Au coin du Blu-ray. Épisode donc qui change de lettre puisque nous allons nous consacrer aujourd'hui à la lettre G. Alors honnêtement, quand j'ai zioté la lettre G, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Parce qu'en fait la lettre G, le gros risque c'est que j'allais explorer beaucoup de films que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer sur la chaîne. Que ce soit Grave par exemple de Julia Ducournau, mais j'en ai déjà parlé donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ou que ce soit par exemple Le Grand Bain de Gilles Lelouch, pareil, je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, pas grand intérêt. Donc j'ai décidé de me pencher sur un des plus gros films d'un grand réalisateur français qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ici, mais je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler parce que quand même il y a beaucoup de choses à dire sur ce morceau de cinéma qui est quand même vraiment imposant, surtout dans sa version longue, celle du Grand Bleu de Luc Besson. L'histoire, comment la faire? Très simple. C'est Jacques et Enzo qui sont tous les deux des plongeurs en apnée et on va les suivre alors qu'il y a une compétition qui se déroule dans la Côte d'Azur. Enfin, c'est très difficile à résumer, mais en gros, c'est la dualité entre deux personnages assez imposants, Jacques et Enzo, durant quelques années. Et à côté, Jacques va avoir une romance et Enzo va avoir envie de s'imposer. Enfin, pour faire simple, c'est un film qui parle d'apnée et qui parle de l'apnée comme étant une certaine métaphore de la vie. C'est un des films les plus intéressants, je pense, qu'ait réalisé Luc Besson. Et pour autant, lorsqu'il est sorti, je ne le savais pas, mais franchement, il s'est fait déglinguer par la critique. Enfin, je vous invite, si jamais ça vous intéresse, à aller zioter un petit peu ce qui a été dit sur Le Grand Bleu lorsqu'il est sorti. Par exemple, aux États-Unis, le film s'est fait défoncer. Et quand je dis défoncer, c'est un euphémisme. Le film a été déglingué par la critique et est encore aujourd'hui considéré comme l'un des pires films jamais proposés en salle aux États-Unis. On parle bien du Grand Bleu, hein, je vous rassure. On parle bien du film de Luc Besson qui a fait un score monstrueux en salle, qui est resté à l'affiche des cinémas pendant quasiment 2 ans non-stop, que les gens sont allés voir en masse. Enfin, on parle d'un phénomène culturel qui s'est fait descendre lors de sa sortie. Parce que, je ne sais pas, peut-être que les gens n'étaient pas réceptifs au long-métrage de Luc Besson, peut-être que les gens étaient réfractaires. Enfin, en tout cas, la première fois que j'ai vu le film, je l'ai vu directement dans sa version longue. Parce que mon père m'a dit, regarde Le Grand Bleu, mais dans sa version longue. Ok, ça dure 3 heures, mais tu vas voir, on les voit pas passer et le voyage en vaut largement le coup d'œil. Moi, j'ai fait confiance aveuglément à mon père et Dieu sait que j'ai eu raison. Parce que la version longue du Grand Bleu est fantastique. Après, dans le futur, j'ai redécouvert Le Grand Bleu dans sa version courte. Le Grand Bleu dans sa version courte est frustrant. On sent qu'il manque des choses. On sent qu'il manque de la profondeur sur le personnage de Jacques, sur le personnage d'Enzo. On sent que certains rapports entre des protagonistes secondaires sont mal exploités. On sent que certaines scènes sont mal raccordées. Ça fait un peu, si je devais prendre un exemple moderne, ça fait un peu la même impression qu'il y a sur BVS. Cette impression que les personnages sont parfois jetés dans une situation, qu'ils n'ont rien fait pour réellement y arriver. Et donc que du coup, nous, spectateurs, on doit se démerder avec cela comme si c'était une évidence. Donc, voilà, il manque un petit truc et ça se ressent clairement dans la version courte. Par contre, la version longue, elle est vraiment extraordinaire. La version longue, elle prend son temps, elle développe les personnages. Il faut rappeler quand même que le film a une direction de la photographie extraordinaire, que la caméra arrive à aller dans beaucoup de directions et à surtout explorer les personnages de manière intelligente sans avoir besoin d'en faire des caisses. Et aussi, est-ce que c'est important de le rappeler, mais Jean-Marc Barr, Rosanna Arquette, Jean Reno sont tous les trois excellents, dont les voir encore plus de temps à l'écran, prendre encore plus de place, arriver à gagner avec plus de profondeur et rendre leur personnage encore plus attachant, ça renforce encore plus l'immersion. Et vous rajoutez par-dessus ça la musique splendide d'Eric Serra, qui est vraiment l'une de ses meilleures compos, je pense, pour Luc Besson. Sans déconner, il a conçu, le thème principal déjà est fantastique, mais tout le reste de la bande originale est magnifique. Les morceaux qu'il a conçus, les sonorités, le jeu avec à la fois un côté très rock et en même temps simplement un côté planant avec ce thème qui utilise les bruits des dauphins. C'est beau, c'est juste beau comme musique. Tout dans ce film, moi je le trouve très nostalgique. À la fois ça pue les années 80, on sent vraiment dans l'ambiance, dans les styles, dans les costumes, dans la direction, tout pue les années 80, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est une chose qui donne une certaine atmosphère au long métrage, qui lui donne un certain cachet, qui lui donne une certaine force de frappe, une certaine forme. Et moi, c'est ça que je trouve beau finalement dans ce long métrage. C'est cette impression que c'est un film un peu atypique, qui sort du lot, qui a sa petite identité, qui a son petit univers. Et ça le rend juste beau.
Et moi, c'est ce que j'aime avec ces films-là, de cette partie de la filmographie de Luc Besson, comme je l'évoquais un petit peu déjà sur Le Dernier Combat. Le Dernier Combat, c'était l'évocation en fait de ce que Luc Besson voulait faire de son cinéma. Et lorsqu'on regarde tous les films qui suivent, qu'on regarde Nikita, qu'on regarde Le Grand Bleu, qu'on regarde Le Cinquième Élément, tous ces films-là, ils ont une atmosphère particulière. On sent qu'ils ont été conçus par un auteur qui avait envie de faire quelque chose de particulier avec le cinéma. Et moi, c'est ça que je trouve beau dans Le Grand Bleu. Bon, par contre, niveau bonus, l'avantage, c'est qu'on a pas mal à se mettre sous la dent. On a notamment un documentaire de 1h40 sur la conception du Grand Bleu, que je trouve très complet. Et petit bonus parmi les bonus, il y a en plus quelques images du Festival de Cannes où le film a été projeté, où d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, il n'a pas été si bien que ça reçu. Donc ça permet aussi de voir à quel point des fois au Festival de Cannes on est un peu paumé, on ne sait pas forcément quoi penser des films, on a tendance aussi à leur coller une étiquette un peu gratuite et c'est un peu ça qui fait mal au cœur. J'espère que le Festival de Cannes arrivera quand même à se décoller cette étiquette-là, mais bon, ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Mais en tout cas, Le Grand Bleu, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment n'hésitez pas. C'est un très très grand morceau de cinéma, c'est un très beau film, mis en scène par un auteur qui maîtrise vraiment son sujet, qui a envie de nous embarquer à fond dans son sujet. Et au-delà de ça, Jean-Marc Barr, il n'a jamais vraiment su se relever de ce rôle-là, mais c'est un immense acteur et à travers de ce film, il le démontre de manière totale. Enfin, il est vraiment extraordinaire. Donc regardez Le Grand Bleu, ça en vaut le coup d'œil. Ainsi s'achève cet épisode 15 de Au Coin du Blu-ray. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou ce que vous allez penser du Grand Bleu. Ça m'intéresse beaucoup. Et d'ici là, je vais simplement vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray. Là, c'est vrai en plus.